L'Assommoir, partie 11, chapitre 11. Nana grandissait, devenait garce. À 15 ans, elle avait poussé comme un veau, très blanche de chair, très grasse, si dodue même qu'on aurait dit une pelote. Oui, c'était ça, 15 ans, toutes ses dents et pas de corset. Une vraie frimousse de Margot, trempée dans du lait, une peau veloutée de pêche, un nez drôle, un bec rose, des quinquets luisants auxquels les hommes avaient envie d'allumer leurs pipes. Son tas de cheveux blonds, couleur d'avoine fraîche, semblait lui avoir jeté de la poudre d'or sur les tempes, des taches de rousseur qui lui mettaient là une couronne de soleil. Ah, une jolie pépée, comme disaient les Lorilleux, une morveuse qu'on aurait encore dû moucher et dont les grosses épaules avaient les rondeurs pleines, l'odeur mûre d'une femme faite. Maintenant, Nana ne fourrait plus des boules de papier dans son corsage. Des nichons lui étaient venus, une paire de nichons de satin blanc tout neuf. Et ça ne l'embarrassait guère. Elle aurait voulu en avoir plein les bras. Elle rêvait des tétais de nounou, tant la jeunesse est gourmande et inconsidérée. Ce qui la rendait surtout friande, c'était une vilaine habitude qu'elle avait prise de sortir un petit bout de sa langue entre ses quenottes blanches. Sans doute, en se regardant dans les glaces, elle s'était trouvée gentille ainsi. Alors, tout le long de la journée, pour faire la belle, elle tirait la langue. « Cache donc ta menteuse !» lui criait sa mère. Et il fallait souvent que Coupeau s'en mêlât, tapant du poing, gueulant avec des jurons. « Veux-tu bien rentrer ton chiffon rouge ?» Nana se montrait très coquette. Elle ne se lavait pas toujours les pieds, mais elle prenait ses bottines si étroites qu'elle souffrait le martyre dans la prison de Saint-Crépin. Et si on l'interrogeait, en la voyant devenir violette, elle répondait qu'elle avait des coliques, pour ne pas confesser sa coquetterie. Quand le pain manquait à la maison, il lui était difficile de se pomponner. Alors, elle faisait des miracles. Elle rapportait des rubans de l'atelier, elle s'arrangeait des toilettes, des robes sales couvertes de nœuds et de bouffettes. L'été était la saison de ses triomphes. Avec une robe de percale de 6 francs, elle passait tous ses dimanches. Elle emplissait le quartier de la Goutte d'Or de sa beauté blonde. Oui, on la connaissait des boulevards extérieurs aux fortifications et de la chaussée de Clignancourt à la grande rue de la Chapelle. On l'appelait la petite poule parce qu'elle avait vraiment la chair tendre et l'air frais d'une poulette. Une robe surtout lui alla à la perfection. C'était une robe blanche à pois rose, très simple, sans garniture aucune. La jupe, un peu courte, dégageait ses pieds. Les manches, largement ouvertes et tombantes, découvraient ses bras jusqu'au coude. L'encolure du corsage, qu'elle ouvrait en chœur avec des épingles, dans un coin noir de l'escalier, pour éviter les calottes du père Coupeau, montrait la neige de son cou et l'ombre dorée de sa gorge. Et rien d'autre, rien qu'un ruban rose noué autour de ses cheveux blonds, un ruban dont les bouts s'envolaient sur sa nuque. Elle avait là-dedans une fraîcheur de bouquet. Elle sentait bon la jeunesse, le nu de l'enfant et de la femme. Les dimanches furent pour elle, à cette époque, des journées de rendez-vous avec la foule, avec tous les hommes qui passaient et qui la reluquaient. Elle les attendait la semaine entière, chatouillée de petits désirs, étouffant, prise d'un besoin de grand air, de promenade au soleil, dans la cohue du faubourg endimanché. Dès le matin, elle s'habillait, elle restait des heures en chemise devant le morceau de glace accroché au-dessus de la commode. Et, comme toute la maison pouvait la voir par la fenêtre, sa mère se fâchait, lui demandait si elle n'avait pas bientôt fini de se promener en panais. Mais elle, tranquille, se collait des accroche-cœurs sur le front avec de l'eau sucrée, recousait les boutons de ses bottines ou faisait un point à sa robe, les jambes nues. La chemise glissait des épaules, dans le désordre de ses cheveux ébouriffés. « Ah, elle était chouette, comme ça !» disait le père Coupeau, qui ricanait et la blaguait. « Une vraie Madeleine l'a désolée. Elle aurait pu servir de femme sauvage et se montrer pour dessous. » Il lui criait
cache donc ta viande, que je mange mon pain. » Et elle était adorable, blanche et fine, sous le débordement de sa toison blonde, rageant si fort que sa peau en devenait rose, n'osant répondre à son père et cassant son fil entre ses dents d'un coup sec et furieux, qui secouait d'un frisson sa nudité de belle fille. Puis, aussitôt après le déjeuner, elle filait, elle descendait dans la cour. La paix chaude du dimanche endormait la maison. En bas, les ateliers étaient fermés. Les logements bâillaient par leurs croisées ouvertes, montraient des tables déjà mises pour le soir qui attendaient les ménages, en train de gagner de l'appétit sur les fortifications. Une femme au 3e employait la journée à laver sa chambre, roulant son lit, bousculant ses meubles, chantant pendant des heures la même chanson sur un ton doux et pleurard. Et, dans le repos des métiers, au milieu de la cour vide et sonore, des parties de volants s'engageaient entre Nana, Pauline et d'autres grandes filles. Elles étaient 5 ou 6, poussées ensemble, qui devenaient les reines de la maison et se partageaient les œillades des messieurs. Quand un homme traversait la cour, des rires flûtés montaient. Les froufrous de leurs jupes amidonnées passaient comme un coup de vent. Au-dessus d'elles, l'air des jours de fête flambait, brûlant et lourd, comme amolli de paresse et blanchi par la poussière des promenades. Mais les parties de volants n'étaient qu'une frime pour s'échapper. Brusquement, la maison tombait à un grand silence. Elle venait de se glisser dans la rue et de gagner les boulevards extérieurs. Alors, toutes les 6, se tenant par les bras, occupant la largeur des chaussées, s'en allaient, vêtues de clair, avec leurs rubans noués autour de leurs cheveux nus. Les yeux vifs, coulant de minces regards par le coin pincé des paupières, elles voyaient tout, elles renversaient le cou pour rire, en montrant le gras du menton. Dans les gros éclats de gaieté, lorsqu'un bossu passait ou qu'une vieille femme attendait son chien au coin des bornes, leurs lignes se brisaient. Les unes restaient en arrière, tandis que les autres les tiraient violemment. Et elles balançaient les hanches, se pelotonnaient, se dégingandait, histoire d'attrouper le monde et de faire craquer leur corsage sous leur forme naissante. La rue était à elles. Elles y avaient grandi, en relevant leurs jupes le long des boutiques. Elles s'y retroussaient encore jusqu'aux cuisses pour attacher leurs jarretières. Au milieu de la foule lente et blême, entre les arbres grêles des boulevards, leur débandade courait ainsi, de la barrière Rochechouart à la barrière Saint-Denis, bousculant les gens, coupant les groupes en zigzag, se retournant et lâchant des mots dans les fusées de leurs rires. Et leurs robes envolées laissaient, derrière elles, l'insolence de leur jeunesse. Elles s'étalaient en plein air, sous la lumière crue, d'une grossièreté ordurière de voyous, désirables et tendres comme des vierges qui reviennent du bain, la nuque trempée. Nana prenait le milieu avec sa robe rose, qui s'allumait dans le soleil. Elle donnait le bras à Pauline, dont la robe, des fleurs jaunes sur un fond blanc, flambait aussi, piquée de petites flammes. Et comme elles étaient les plus grosses toutes les deux, les plus femmes et les plus effrontées, elles menaient la bande, elles se rengorgeaient sous les regards et les compliments. Les autres, les gamines, faisaient des queues à droite et à gauche, en tâchant de s'enfler pour être prises au sérieux. Nana et Pauline avaient dans le fond des plans très compliqués de ruses coquettes. Si elles couraient à perdre haleine, c'était histoire de montrer leurs bas blancs et de faire flotter les rubans de leurs chignons. Puis, quand elles s'arrêtaient, en affectant de suffoquer, la gorge renversée et palpitante, on pouvait chercher, il y avait bien sûr par là une de leurs connaissances, quelques garçons du quartier. Et elles marchaient languissamment alors, chuchotant et riant entre elles, guettant, les yeux en dessous. Elles se cavalaient surtout pour ces rendez-vous du hasard, au milieu des bousculades de la chaussée. De grands garçons endimanchés, en veste et en chapeau rond, les retenaient un instant au bord du ruisseau, à rigoler et à vouloir leur pincer la taille. Des ouvriers de 20 ans, débraillés dans des blouses grises, causaient lentement avec elles, les bras croisés, leur soufflant au nez la fumée de leur brûle-gueule. Ça ne tirait pas à conséquence, ces gamins avaient poussé en même temps qu'elles sur le pavé. Mais, dans le nombre, elles choisissaient déjà.
Pauline rencontrait toujours un des fils de madame Gaudron, un menuisier de 17 ans, qui lui payait des pommes. Nana apercevait du bout d'une avenue à l'autre Victor Fauconnier, le fils de la blanchisseuse, avec lequel elle s'embrassait dans les coins noirs. Et ça n'allait pas plus loin. Elles avaient trop de vices pour faire une bêtise sans savoir. Seulement, on en disait de raides. Puis, quand le soleil tombait, la grande joie de ces matines était de s'arrêter aux faiseurs de tours. Des escamoteurs, des Hercules arrivaient, qui étalaient sur la terre de l'avenue un tapis mangé d'usure. Alors, les badauds s'attroupaient. Un cercle se formait, tandis que le saltimbanque, au milieu, jouait des muscles dans son maillot fané. Nana et Pauline restaient des heures debout, au plus épais de la foule. Leurs belles robes fraîches s'écrasaient entre les paletots et les bourgerons sales. Leurs bras nus, leurs cous nus, leurs cheveux nus s'échauffaient sous les haleines empestées, dans une odeur de vin et de sueur. Et elles riaient, amusées, sans un dégoût, plus roses et comme sur leur fumier naturel. Autour d'elles, les gros mots partaient, des ordures toutes crues, des réflexions d'hommes soûls. C'était leur langue, elles savaient tout, elles se retournaient avec un sourire, tranquilles d'impudeur, gardant la pâleur délicate de leur peau de satin. La seule chose qui les contrariait était de rencontrer leur père, surtout quand ils avaient bu. Elles veillaient et s'avertissaient. « Dites donc, Nana !» criait tout d'un coup Pauline. « Voilà le père Coupeau !»« Ah bien, il n'est pas poivre, non, c'est que je tousse, » disait Nana, embêtée. « Moi, je m'esbigne, vous savez, je n'ai pas envie qu'il secoue mes puces. »« Tiens, il a piqué une tête. Dieu de Dieu, s'il pouvait se casser la gueule !» D'autres fois, lorsque Coupeau arrivait droit sur elle, sans lui laisser le temps de se sauver, elle s'accroupissait, elle murmurait. « Cachez-moi donc, vous autres, il me cherche, il a promis de m'enlever le ballon s'il me pinçait encore à traîner ma peau. » Puis, lorsque l'ivrogne les avait dépassées, elle se relevait, et toutes le suivaient en pouffant de rire. Il la trouvera, il ne la trouvera pas. C'était un vrai jeu de cache-cache. Un jour, pourtant, Boche était venu chercher Pauline par les deux oreilles, et Coupeau avait ramené Nana à coups de pied au derrière. Le jour baissait, elle faisait un dernier tour de balade. Elle rentrait dans le crépuscule blafard, au milieu de la foule éreintée. La poussière de l'air s'était épaissie et pâlissait le ciel lourd. Rue de la Goutte d'Or, on aurait dit un coin de province, avec les commerces sur les portes, des éclats de voix coupant le silence tiède du quartier vide de voitures. Elle s'arrêtait un instant dans la cour, reprenait les raquettes, tâchait de faire croire qu'elle n'avait pas bougé de là. Et elle remontait chez elle, en arrangeant une histoire dont elle ne se servait souvent pas lorsqu'elle trouvait leurs parents trop occupés à s'allonger des gifles, pour une soupe mal salée ou pas assez cuite. Maintenant, Nana était ouvrière. Elle gagnait 40 sous chez Titreville, la maison de la rue du Caire où elle avait fait son apprentissage. Les Coupeaux ne voulaient pas la changer pour qu'elle restât sous la surveillance de madame Lerat, qui était première dans l'atelier depuis 10 ans. Le matin, pendant que la mère regardait l'heure au coucou, la petite partait toute seule, l'air gentil, serrée aux épaules par sa vieille robe noire trop étroite et trop courte. Et madame Lerat était chargée de constater l'heure de son arrivée, qu'elle disait ensuite à Gervaise. On lui donnait 20 minutes pour aller de la rue de la Goutte d'Or à la rue du Caire, ce qui était suffisant, car ces tortillons de filles ont des jambes de cerf. Des fois, elle arrivait juste, mais si rouge, si essoufflée, qu'elle venait bien sûr de dégringoler de la barrière en 10 minutes, après avoir musé en chemin. Le plus souvent, elle avait 7 minutes, 8 minutes de retard. Et jusqu'au soir, elle se montrait très câline pour sa tante, avec des yeux suppliants, tâchant ainsi de la toucher et de l'empêcher de parler. Madame Lerat, qui comprenait la jeunesse, mentait au Coupeau, mais en sermonnant Nana dans des bavardages interminables, où elle parlait de sa responsabilité
et des dangers qu'une jeune fille courait sur le pavé de Paris. Ah, Dieu de Dieu, la poursuivait-on assez elle-même ? Elle couvait sa nièce de ses yeux allumés de continuelles préoccupations polissonnes. Elle restait tout échauffée à l'idée de garder et de mijoter l'innocence de ce pauvre petit chat. « Vois-tu, lui répétait-elle, il faut tout me dire. Je suis trop bonne pour toi. Je n'aurais plus qu'à me jeter à la Seine s'il t'arrivait un malheur. Entends-tu, mon petit chat, si des hommes te parlaient, il faudrait tout me répéter. Tout, sans oublier un mot, hein ? On ne t'a encore rien dit. Tu me le jures. » Nana riait alors d'un rire qui lui pinçait drôlement la bouche. Non, non, les hommes ne lui parlaient pas. Elle marchait trop vite. Puis, qu'est-ce qu'il lui aurait dit ? Elle n'avait rien à démêler avec eux, peut-être. Et elle expliquait ses retards d'un air de niaise. Elle s'était arrêtée pour regarder les images, ou bien elle avait accompagné Pauline qui savait des histoires. On pouvait la suivre si on ne la croyait pas. Elle ne quittait même jamais le trottoir de gauche. Et elle filait joliment, elle devançait toutes les autres demoiselles, comme une voiture. Un jour, à la vérité, Madame Lerat l'avait surprise, rue du Petit Carreau, le nez en l'air, riant avec 3 autres traînées de fleuristes, parce qu'un homme se faisait la barbe à une fenêtre. Mais la petite s'était fâchée, en jurant qu'elle entrait justement chez le boulanger du coin acheter un pain d'1 sou. « Oh, je veille !»« N'ayez pas peur, » disait la grande veuve au coupeau. « Je vous réponds d'elle comme de moi-même. Si un salaud voulait seulement la pincer, je me mettrais plutôt en travers. » L'atelier, chez Titreville, était une grande pièce à l'entresol avec un large établi posé sur des tréteaux, occupant tout le milieu. Le long des 4 murs vides, dont le papier d'un gris pisseux montrait le plâtre par des éraflures, s'allongeaient des étagères encombrées de vieux cartons, de paquets, de modèles de rebuts, oubliés là sous une épaisse couche de poussière. Au plafond, le gaz avait passé comme un badigeon de suie. Les 2 fenêtres s'ouvraient si larges que les ouvrières, sans quitter l'établi, voyaient défiler le monde sur le trottoir d'en face. Madame Lerat, pour donner l'exemple, arrivait la première. Puis la porte battait pendant un quart d'heure. Tous les petits bonichons de fleuristes entraient à la débandade, suantes, décoiffés. Un matin de juillet, Nana se présenta la dernière, ce qui d'ailleurs était assez dans ses habitudes. « Ah bien, dit-elle, ce ne sera pas malheureux quand j'aurai voiture. » Et, sans même ôter son chapeau, un caloquet noir qu'elle appelait sa casquette et qu'elle était lasse de retaper, elle s'approcha de la fenêtre, se pencha à droite et à gauche pour voir dans la rue. « Qu'est-ce que tu regardes donc ?» lui demanda Madame Lerat, méfiante. « Est-ce que ton père t'a accompagné ?»« Non, bien sûr, » répondit Nana tranquillement. « Je ne regarde rien. Je regarde qu'il fait joliment chaud. »« Vrai, il y a de quoi vous donner du mal à vous faire courir ainsi. » La matinée fut d'une chaleur étouffante. Les ouvrières avaient baissé les jalousies, entre lesquelles elles mouchardaient le mouvement de la rue. Et elles s'étaient enfin mises au travail, rangées des 2 côtés de la table, dont Madame Lerat occupait seule le haut bout. Elles étaient 8, ayant chacune devant soi son pot à colle, sa pince, ses outils et sa pelote à gaufrer. Sur l'établi traînait un fouillis de fils de fer, de bobines, d'ouates, de papier vert et de papier marron, de feuilles et de pétales, taillés dans de la soie, du satin ou du velours. Au milieu, dans le goulot d'une grande carafe, une fleuriste avait fourré un petit bouquet de 2 sous qui se fanait depuis la veille à son corsage. « Ah, vous ne savez pas, » dit Léonie, une jolie brune, en se penchant sur sa pelote où elle gaufrait des pétales de rose. « Eh bien, cette pauvre Caroline est joliment malheureuse avec ce garçon qui venait l'attendre le soir. » Nana, en train de couper de minces bandes de papier vert, s'écria « Pardi, un homme qui lui fait des équeux tous les jours !» L'atelier fut pris d'une gaieté sournoise, et Madame Lerat dut se montrer sévère. Elle pinça le nez en murmurant « Tu es propre, ma fille, tu as de jolis mots. Je rapporterai ça à ton père, nous verrons si ça lui plaira. » Nana gonfla les joues comme si elle retenait un grand rire. « Oh bien, son père,
Il en disait d'autres. Mais Léonie, tout d'un coup, souffla très bas et très vite. « Hé, méfiez-vous, la patronne !» En effet, madame Titreville, une longue femme sèche, entrait. Elle se tenait d'ordinaire en bas, dans le magasin. Les ouvrières la craignaient beaucoup parce qu'elle ne plaisantait jamais. Elle fit lentement le tour de l'établi, au-dessus duquel maintenant toutes les nuques restaient penchées, silencieuses et actives. Elle traita une ouvrière de sabot, l'obligea à recommencer une marguerite. Puis elle s'en alla, de l'air raide dont elle était venue. « Oup, oup !» répéta Nana, au milieu d'un grognement général. « Mesdemoiselles, vraiment, mesdemoiselles !» dit madame Lerat, qui voulut prendre un air de sévérité. « Vous me forcerez à des mesures !» Mais on ne l'écoutait pas. On ne la craignait guère. Elle se montrait trop tolérante, chatouillée parmi ces petites qui avaient de la rigolade plein les yeux, les prenant à part pour leur tirer les vers du nez sur leurs amants, leur faisant même les cartes, lorsqu'un bout de l'établi était libre. Sa peau dure, sa carcasse de gendarme tressautait d'une joie dansante de commère dès qu'on était sur le chapitre de la bagatelle. Elle se blessait seulement des mots crus. Pourvu qu'on n'employât pas les mots crus, on pouvait tout dire. Vrai, Nana complétait à l'atelier une jolie éducation. Oh, elle avait des dispositions, bien sûr, mais ça l'achevait, la fréquentation d'un tas de filles déjà éreintées de misère et de vices. On était là les unes sur les autres, on se pourrissait ensemble. Juste l'histoire des paniers de pommes, quand il y a des pommes gâtées. Sans doute, on se tenait devant la société, on évitait de paraître trop rosse de caractère, trop dégoûtante d'expression. Enfin, on posait pour la demoiselle comme il faut. Seulement, à l'oreille, dans les coins, les saletés marchaient bon train. On ne pouvait pas se trouver deux ensemble sans tout de suite se tordre de rire, en disant des cochonneries. Puis, on s'accompagnait le soir, c'était alors des confidences, des histoires à faire dresser les cheveux qui attardaient sur les trottoirs les deux gamines, allumées au milieu des coudoiements de la foule. Et il y avait encore, pour les filles restées sages comme Nana, un mauvais air à l'atelier, l'odeur de bastringue et de nuit peu catholique, apportée par les ouvrières coureuses, dans leurs chignons mal rattachés, dans leurs jupes si fripées qu'elles semblaient avoir couché avec. Les paresses molles des lendemains de noces, les yeux culottés, ce noir des yeux que madame Lerat appelait honnêtement les coups de poing de l'amour, les déhanchements, les voix enrouées, soufflaient une perversion au-dessus de l'établi, parmi l'éclat et la fragilité des fleurs artificielles. Nana reniflait, se grisait, lorsqu'elle sentait à côté d'elle une fille qui avait déjà vu le loup. Longtemps, elle s'était mise auprès de la grande Lisa, qu'on disait grosse. Et elle coulait des regards luisants sur sa voisine, comme si elle s'était attendue à la voir enfler et éclater tout d'un coup. Pour apprendre du nouveau, ça paraissait difficile. La gredine savait tout, avait tout appris sur le pavé de la rue de la Goutte d'Or. À l'atelier, simplement, elle voyait faire. Il lui poussait peu à peu l'envie et le toupet de faire à son tour. « On étouffe » murmura-t-elle en s'approchant d'une fenêtre, comme pour baisser davantage la jalousie. Mais elle se pencha, regarda de nouveau à droite et à gauche. Au même instant, Léonie, qui guettait un homme, arrêté sur le trottoir d'en face, s'écria « Qu'est-ce qu'il fait là, ce vieux ? Il y a un quart d'heure qu'il espionne ici. » « Quelque matou, dit madame Lerat. « Nana, veux-tu bien venir t'asseoir ? Je t'ai défendu de rester à la fenêtre. » Nana reprit les queues de violettes qu'elle roulait, et tout l'atelier s'occupa de l'homme. C'était un monsieur bien vêtu, en paletot, d'une 50aine d'années. Il avait une face blême, très sérieuse et très digne, avec un collier de barbe grise correctement taillé. Pendant 1 heure, il resta devant la boutique d'un herboriste, levant les yeux sur les jalousies de l'atelier. Les fleuristes poussaient des petits rires qui s'étouffaient dans le bruit de la rue, et elles se courbaient, très affairées au-dessus de l'ouvrage, avec des coups d'œil pour ne pas perdre de vue le monsieur. « Tiens, fit remarquer Léonie, il a un lorgnon. »
Oh, c'est un homme chic. Il attend Augustine, bien sûr. Mais Augustine, une grande blonde laide, répondit aigrement qu'elle n'aimait pas les vieux. Et madame Lerat, hochant la tête, murmura avec son sourire pincé, plein de sous-entendus. « Vous avez tort, ma chère. Les vieux sont plus tendres. » À ce moment, la voisine de Léonie, une petite personne grasse, lui lâcha dans l'oreille une phrase. Et Léonie, brusquement, se renversa sur sa chaise, prise d'un accès de fou rire, se tordant, jetant des regards vers le monsieur et riant plus fort. Elle bégayait. « C'est ça, oh, c'est ça. Ah, cette Sophie, est-elle sale ?»« Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demandait tout l'atelier, brûlant de curiosité. Léonie essuyait les larmes de ses yeux sans répondre. Quand elle fut un peu calmée, elle se remit à gaufrer en déclarant « Ça ne peut pas se répéter. » On insistait, elle refusait de la tête, reprise par des bouffées de gaieté. Alors, Augustine, sa voisine de gauche, la supplia de le lui dire tout bas. Et Léonie, enfin, voulut bien le lui dire, les lèvres contre l'oreille. Augustine se renversa, se tordit à son tour. Puis, elle-même répéta la phrase qui courut ainsi d'oreille à oreille, au milieu des exclamations et des rires étouffés. Lorsque toutes connurent la saleté de Sophie, elles se regardèrent, elles éclatèrent ensemble, un peu rouges et confuses pourtant. Seule madame Lerat ne savait pas, elle était très vexée. « C'est bien mal poli ce que vous faites là, mesdemoiselles, dit-elle. On ne se parle jamais tout bas quand il y a du monde. Quelle indécence, n'est-ce pas ? Ah, c'est du propre !» Elle n'osa pourtant pas demander qu'on lui répétât la saleté de Sophie, malgré son envie furieuse de la connaître. Mais, pendant un instant, le nez baissé, faisant de la dignité, elle se régala de la conversation des ouvrières. Une d'elles ne pouvait lâcher un mot, le mot le plus innocent, à propos de son ouvrage par exemple, sans qu'aussitôt les autres n'y entendissent malice. Elle détournait le mot de son sens, lui donnait une signification cochonne, mettait des allusions extraordinaires sous des paroles simples comme celle-ci. « Ma pince est fendue » ou bien « Qui est-ce qui a fouillé dans mon petit pot ?» Et elle rapportait tout au monsieur qui faisait le pied de grue en face. C'était le monsieur qui arrivait quand même au bout des allusions. Ah, les oreilles devaient lui corner. Elle finissait par dire des choses très bêtes, tant elle voulait être maligne. Mais ça ne les empêchait pas de trouver ce jeu-là bien amusant, excité, les yeux fous, allant de plus fort en plus fort. Madame Lerat n'avait pas à se fâcher, on ne disait rien de cru. Elle-même les fit toutes se rouler en demandant « Mademoiselle Lisa, mon feu est éteint, passez-moi le vôtre. »« Ah, le feu de Madame Lerat qui est éteint !» cria l'atelier. Elle voulut commencer une explication. « Quand vous aurez mon âge, mesdemoiselles !» Mais on ne l'écoutait pas. On parlait d'appeler le monsieur pour rallumer le feu de Madame Lerat. Dans cette bosse de rire, Nana rigolait, il fallait voir. Aucun mot à double entente ne lui échappait. Elle en lâchait elle-même de raides, en les appuyant du menton, rengorgée et crevant d'aise. Elle était dans le vice comme un poisson dans l'eau. Et elle roulait très bien ses queues de violette, tout en se tortillant sur sa chaise. Oh, un chic épatant, pas même le temps de rouler une cigarette. Rien que le geste de prendre une mince bande de papier vert et allez-y. Le papier filait et enveloppait le laiton. Puis une goutte de gomme en haut pour coller, c'était fait. C'était un brin de verdure frais et délicat, bon à mettre sur les appâts des dames. Le chic était dans les doigts, dans ses doigts minces de gourgandine, qui semblaient désossés, souples et câlins. Elle n'avait pu apprendre que ça du métier. On lui donnait à faire toutes les queues de l'atelier, tant elle les faisait bien. Cependant, le monsieur du trottoir d'en face s'en était allé. L'atelier se calmait, travaillait dans la grosse chaleur. Quand sonna midi, l'heure du déjeuner, toutes se secouèrent. Nana, qui s'était précipitée vers la fenêtre, leur cria qu'elle allait descendre faire les commissions, si elle voulait. Et Léonie lui commanda 2 sous de crevettes, Augustine un cornet de pommes de terre frites, Lisa une botte de radis, Sophie une saucisse. Puis, comme elle descendait, madame Lerat, qui trouvait drôle son amour pour la fenêtre,
ce jour-là, dit en la rattrapant de ses grandes jambes. « Attends donc, je vais avec toi, j'ai besoin de quelque chose. » Mais voilà que, dans l'allée, elle aperçut le monsieur planté comme un cierge, en train de jouer de la prunelle avec Nana. La petite devint très rouge. Sa tante lui prit le bras d'une secousse, la fit trotter sur le pavé, tandis que le particulier emboîtait le pas. Ah, le matou venait pour Nana. Eh bien, c'était gentil, à 15 ans et demi, de traîner ainsi des hommes à ses jupes. Et madame Lerat, vivement, la questionnait. Oh, mon Dieu, Nana ne savait pas. Il la suivait depuis 5 jours seulement. Elle ne pouvait plus mettre le nez dehors sans le rencontrer dans ses jambes. Elle le croyait dans le commerce, oui, un fabricant de boutons en os. Madame Lerat fut très impressionnée. Elle se retourna, guigna le monsieur du coin de l'œil. « On voit bien qu'il a le sac, murmura-t-elle. « Écoute, mon petit chat, il faudra tout me dire. Maintenant, tu n'as plus rien à craindre. » En causant, elle courait de boutique en boutique, chez le charcutier, chez la fruitière, chez le rôtisseur. Et les commissions, dans des papiers gras, s'empilaient sur leurs mains. Mais elle restait aimable, se dandinant, jetant derrière elle de légers rires et des œillades luisantes. Madame Lerat elle-même prenait des grâces, faisait la jeune fille, à cause du fabricant de boutons qui les suivait toujours. « Il est très distingué, » déclara-t-elle en rentrant dans l'allée. « S'il avait seulement des intentions honnêtes. » Puis, comme elle montait l'escalier, elle parut brusquement se souvenir. « À propos, dis-moi donc ce que ces demoiselles se sont dit à l'oreille. Tu sais, la saleté de Sophie. » Et Nana ne fit pas de façon. Seulement, elle prit madame Lerat par le cou, la força à redescendre 2 marches, parce que, vrai, ça ne pouvait pas se répéter tout haut, même dans un escalier. Et elle souffla le mot. C'était si gros que la tante se contenta de hocher la tête, en arrondissant les yeux et en tordant la bouche. Enfin, elle savait. Ça ne la démangeait plus. Les fleuristes déjeunaient sur leurs genoux pour ne pas salir l'établi. Elles se dépêchaient d'avaler, ennuyées de manger, préférant employer l'heure du repas à regarder les gens qui passaient ou à se faire des confidences dans les coins. Ce jour-là, on tâcha de savoir où se cachait le monsieur de la matinée. Mais, décidément, il avait disparu. Madame Lerat et Nana se jetaient des coups d'œil, les lèvres cousues. Et il était déjà 1h10, les ouvrières ne paraissaient pas pressées de reprendre leurs pinces, lorsque Léonie, d'un bruit des lèvres, du « prout » dont les ouvriers peintres s'appellent, signala l'approche de la patronne. Aussitôt, toutes furent sur leurs chaises, le nez dans l'ouvrage. Madame Titreville entra et fit le tour, sévèrement. À partir de ce jour, madame Lerat se régala de la première histoire de sa nièce. Elle ne la lâchait plus, l'accompagnait matin et soir, en mettant en avant sa responsabilité. Ça ennuyait bien un peu Nana, mais ça la gonflait tout de même d'être gardée comme un trésor. Et les conversations qu'elles avaient dans les rues toutes les deux, avec le fabricant de boutons derrière elle, l'échauffaient et lui donnaient plutôt l'envie de faire le saut. Oh, sa tante comprenait le sentiment. Même le fabricant de boutons, ce monsieur âgé déjà et si convenable, l'attendrissait, car enfin le sentiment chez les personnes mûres a toujours des racines plus profondes. Seulement elle veillait. Oui, il lui passerait plutôt sur le corps avant d'arriver à la petite. Un soir, elle s'approcha du monsieur et lui envoya raide comme balle que ce qu'il faisait là n'était pas bien. Il la salua poliment, sans répondre, en vieux roquentin habitué aux rebuffades des parents. Elle ne pouvait vraiment pas se fâcher, il avait de trop bonnes manières. Et c'étaient des conseils pratiques sur l'amour, des allusions sur les salopios d'hommes, toutes sortes d'histoires de Margot qui s'était bien repentie d'y avoir passé, dont Nana sortait languissante, avec des yeux de scélératesse dans son visage blanc. Mais, un jour, rue du Faubourg Poissonnière, le fabricant de boutons avait osé allonger son nez entre la nièce et la tante, pour murmurer des choses qui n'étaient pas à dire. Et madame Lerat, effrayée, répétant qu'elle n'était même plus tranquille pour elle, lâcha tout le paquet à son frère. Alors, ce fut un autre train. Il y eut, chez les Coupeau, de jolis charivaris.
D'abord, le zingueur flanqua une tripotée à Nana. Qu'est-ce qu'on lui apprenait ? Cette gueuse-là donnait dans les vieux ? Ah bien, qu'elle se laissa surprendre à se faire relicher dehors, elle était sûre de son affaire. Il lui couperait le cou un peu vivement. Avait-on jamais vu une morveuse qui se mêlait de déshonorer la famille ? Et il la secouait en disant « Nom de Dieu !» qu'elle eût à marcher droit, car ce serait lui qui la surveillerait à l'avenir. Dès qu'elle rentrait, il la visitait, il la regardait bien en face pour deviner si elle ne rapportait pas une souris sur l'œil, un de ces petits baisers qui se fourrent là sans bruit. Il la flairait, la retournait. Un soir, elle reçut encore une danse, parce qu'il lui avait trouvé une tache noire au cou. La Matine osait dire que ce n'était pas un suçon. Oui, elle appelait ça un bleu, tout simplement un bleu que Léonie lui avait fait en jouant. Il lui en donnerait des bleus, il l'empêcherait bien de rouscailler, lorsqu'il devrait lui casser les pattes. D'autres fois, quand il était de belle humeur, il se moquait d'elle, il la blaguait. Vrai, un joli morceau pour les hommes, une soie tant elle était plate, et avec ça, des salières aux épaules, grande à y fourrer le poing. Nana, battue pour les vilaines choses qu'elle n'avait pas commises, traînée dans la crudité des accusations abominables de son père, montrait la soumission sournoise et furieuse des bêtes traquées. « Laisse-la donc tranquille, » répétait Gervaise, plus raisonnable. « Tu finiras par lui en donner l'envie, à force de lui en parler. » Ah oui, par exemple, l'envie lui en venait. C'est-à-dire que ça lui démangeait par tout le corps de se cavaler et d'y passer, comme disait le père Coupeau. Il la faisait trop vivre dans cette idée-là, une fille honnête s'y serait allumée. Même, avec sa façon de gueuler, il lui apprit des choses qu'elle ne savait pas encore, ce qui était bien étonnant. Alors, peu à peu, elle prit de drôles de manières. Un matin, il l'aperçut qui fouillait dans un papier pour se coller quelque chose sur la frimousse. C'était de la poudre de riz dont elle emplâtrait par un goût pervers le satin si délicat de sa peau. Il la barbouilla avec le papier, à lui écorcher la figure en la traitant de fille de meunier. Une autre fois, elle rapporta des rubans rouges pour retaper sa casquette, ce vieux chapeau noir qui lui faisait tant de honte. Et il lui demanda furieusement d'où venaient ces rubans. Hein ? C'était sur le dos qu'elle avait gagné ça. Ou bien elle les avait achetés à la foire d'Empoigne ? Salope ou voleuse, peut-être, déjà toutes les deux. À plusieurs reprises, il lui vit ainsi dans les mains des objets gentils, une bague de cornaline, une paire de manches avec une petite dentelle, un de ces cœurs en doublé, des tatésies que les filles se mettent entre les deux nénés. Coupeau voulait tout piler. Mais elle défendait ses affaires avec rage. C'était à elle. Des dames les lui avaient données. Ou encore, elle avait fait des échanges à l'atelier. Par exemple, le cœur, elle l'avait trouvé rue d'Aboukir. Lorsque son père écrasa son cœur d'un coup de talon, elle resta toute droite, blanche et crispée, tandis qu'une révolte intérieure la poussait à se jeter sur lui pour lui arracher quelque chose. Depuis 2 ans, elle rêvait d'avoir ce cœur, et voilà qu'on le lui aplatissait. Non, elle trouvait ça trop fort. Ça finirait à la fin. Cependant, Coupeau mettait plus de taquinerie que d'honnêteté dans la façon dont il entendait mener Nana au doigt et à l'œil. Souvent, il avait tort, et ses injustices exaspéraient la petite. Elle en vint à manquer l'atelier, puis, quand le zingueur lui administra sa roulée, elle se moqua de lui, elle répondit qu'elle ne voulait plus retourner chez Titreville, parce qu'on la plaçait près d'Augustine, qui, bien sûr, devait avoir mangé ses pieds, tant elle trouillotait du goulot. Alors, Coupeau la conduisit lui-même rue du Caire, en priant la patronne de la coller toujours à côté d'Augustine, par punition. Chaque matin, pendant 15 jours, il prit la peine de descendre de la barrière poissonnière pour accompagner Nana jusqu'à la porte de l'atelier. Et il restait 5 minutes sur le trottoir, afin d'être certain qu'elle était entrée. Mais, un matin, comme il s'était arrêté avec un camarade chez un marchand de vin de la rue Saint-Denis, il aperçut la Matine, 10 minutes plus tard, qui filait vite vers le bas de la rue, en secouant son panier aux crottes. Depuis 15 jours, elle le faisait poser. Elle montait 2 étages au lieu d'entrer chez Titreville et s'asseyait sur une marche en attendant qu'il fût parti.
Lorsque Coupeau voulut s'en prendre à madame Lerat, celle-ci lui cria très vertement qu'elle n'acceptait pas la leçon. Elle avait dit à sa nièce tout ce qu'elle devait dire contre les hommes. Ce n'était pas sa faute si la gamine gardait du goût pour ses salopios. Maintenant, elle s'en lavait les mains. Elle jurait de ne plus se mêler de rien parce qu'elle savait ce qu'elle savait. Des cancans dans la famille, oui, des personnes qui osaient l'accuser de se perdre avec Nana et de goûter un sale plaisir à lui voir exécuter sous ses yeux le grand écart. D'ailleurs, Coupeau apprit de la patronne que Nana était débauchée par une autre ouvrière, ce petit chameau de Léonie, qui venait de lâcher les fleurs pour faire la noce. Sans doute l'enfant, gourmande seulement de galettes et de vacheries dans les rues, aurait encore pu se marier avec une couronne d'oranger sur la tête. Mais fichtre. Il fallait se presser joliment si l'on voulait la donner à un mari sans rien de déchiré, propre et en bon état, complète enfin, ainsi que les demoiselles qui se respectent. Dans la maison, rue de la Goutte d'Or, on parlait du vieux de Nana, comme d'un monsieur que tout le monde connaissait. Oh, il restait très poli, un peu timide même, mais entêté et patient en diable, la suivant à 10 pas d'un air de toutou obéissant. Des fois même, il entrait jusque dans la cour. Madame Gaudron le rencontra un soir sur le palier du second, qui filait le long de la rampe, le nez baissé, allumé et peureux. Et les Lorilleux menaçaient de déménager si leur chiffon de nièce amenait encore des hommes à son derrière, car ça devenait dégoûtant, l'escalier en était plein, on ne pouvait plus descendre sans en voir à toutes les marches, en train de renifler et d'attendre. Vrai, on aurait cru qu'il y avait une bête en folie dans ce coin de la maison. Les Boches s'apitoyaient sur le sort de ce pauvre monsieur, un homme si respectable, qui se toquait d'une petite coureuse. Enfin, c'était un commerçant. Ils avaient vu sa fabrique de boutons boulevard de la Villette. Il aurait pu faire un sort à une femme s'il était tombé sur une fille honnête. Grâce aux détails donnés par les concierges, tous les gens du quartier, les Lorilleux eux-mêmes, montraient la plus grande considération pour le vieux, quand il passait sur les talons de Nana, la lèvre pendante dans sa face blême, avec son collier de barbe grise correctement taillé. Pendant le premier mois, Nana s'amusa joliment de son vieux. Il fallait le voir, toujours en petoche autour d'elle. Un vrai fouille au pot, qui tâtait sa jupe par derrière, dans la foule, sans avoir l'air de rien. Et ses jambes, des cauterets de charbonnier, de vraies allumettes. Plus de mousse sur le caillou, 4 cheveux frisant à plat dans le cou, si bien qu'elle était toujours tentée de lui demander l'adresse du merlan qui lui faisait l'arrêt. Ah, quel vieux birbe, il était rien folichon. Puis, à le retrouver sans cesse là, il ne lui parut plus si drôle. Elle avait une peur sourde de lui, elle aurait crié s'il s'était approché. Souvent, lorsqu'elle s'arrêtait devant un bijoutier, elle l'entendait tout d'un coup qui lui bégayait des choses dans le dos. Et c'était vrai ce qu'il disait. Elle aurait bien voulu avoir une croix avec un velours au cou, ou encore de petites boucles d'oreilles de corail, si petites qu'on croirait des gouttes de sang. Même, sans ambitionner des bijoux, elle ne pouvait vraiment pas rester à un guenillon. Elle était lasse de se retaper avec la gratte des ateliers de la rue du Caire. Elle avait surtout assez de sa casquette, ce caloquet sur lequel les fleurs chippées chez Titreville faisaient un effet de gringuenaude pendues comme des sonnettes au derrière d'un pauvre homme. Alors, trottant dans la boue, éclaboussée par les voitures, aveuglée par le resplendissement des étalages, elle avait des envies qui la tortillaient à l'estomac, ainsi que des fringales, des envies d'être bien mise, de manger dans les restaurants, d'aller au spectacle, d'avoir une chambre à elle avec de beaux meubles. Elle s'arrêtait toute pâle de désir. Elle sentait monter du pavé de Paris une chaleur le long de ses cuisses, un appétit féroce de mordre aux jouissances dont elle était bousculée dans la grande cohue des trottoirs. Et ça ne manquait jamais, justement à ces moments-là, son vieux lui coulait à l'oreille des propositions. Ah, comme elle lui aurait tapé dans la main si elle n'avait pas eu peur de lui, une révolte intérieure qui la raidissait dans ses refus, furieuse et dégoûtée de l'inconnu de l'homme, malgré tout son vice. Mais lorsque l'hiver arriva, l'existence devint impossible chez les Coupeau. Chaque soir, Nana recevait sa raclée. Quand le père était là de la battre, la mère lui envoyait des torgnoles pour lui apprendre à bien se conduire. Et c'était souvent des danses générales,
Dès que l'un tapait, l'autre la défendait, si bien que tous les trois finissaient par se rouler sur le carreau au milieu de la vaisselle cassée. Avec ça, on ne mangeait point à sa faim, on crevait de froid. Si la petite s'achetait quelque chose de gentil, un nœud de ruban, des boutons de manchette, les parents le lui confisquaient et allaient le laver. Elle n'avait rien à elle que sa rente de calotte, avant de se fourrer dans le lambeau de drap où elle grelottait sous son petit jupon noir qu'elle étalait pour toute couverture. Non, cette sacrée vie-là ne pouvait pas continuer. Elle ne voulait point y laisser sa peau. Son père, depuis longtemps, ne comptait plus. Quand un père se saoule comme le sien se saoulait, ce n'est pas un père, c'est une sale bête dont on voudrait bien être débarrassé. Et, maintenant, sa mère dégringolait à son tour dans son amitié. Elle buvait, elle aussi. Elle entrait par goût chercher son homme chez le père Colombe, histoire de se faire offrir des consommations. Et elle s'attablait très bien, sans afficher des airs dégoûtés comme la première fois, sifflant les verres d'un trait, traînant ses coudes pendant des heures et sortant de là avec les yeux hors de la tête. Lorsque Nana, en passant devant l'assommoir, apercevait sa mère au fond, le nez dans la goutte, avachie au milieu des engueulades des hommes, elle était prise d'une colère bleue, parce que la jeunesse, qui a le bec tourné à une autre friandise, ne comprend pas la boisson. Ces soirs-là, elle avait un beau tableau, le papa pochard, la maman pocharde, un tonnerre de Dieu de Cambuse où il n'y avait pas de pain et qui empoisonnait la liqueur. Enfin, une sainte ne serait pas restée là-dedans. Tant pis si elle prenait de la poudre d'escampette un de ces jours. Ses parents pourraient bien faire leur mea culpa et dire qu'ils l'avaient eux-mêmes poussée dehors. Un samedi, Nana trouva en rentrant son père et sa mère dans un état abominable. Coupeau, tombé en travers du lit, ronflait. Gervaise, tassée sur une chaise, roulait la tête avec des yeux vagues et inquiétants, ouverts sur le vide. Elle avait oublié de faire chauffer le dîner, un restant de ragoût. Une chandelle, qu'elle ne mouchait pas, éclairait la misère honteuse du taudis. « C'est toi, chenillon ?» bégaya Gervaise. « Ah bien, ton père va te ramasser. » Nana ne répondait pas, restait toute blanche, regardait le poêle froid, la table sans assiette, la pièce lugubre où cette paire de soulards mettait l'horreur blême de leur hébétement. Elle n'ôta pas son chapeau, fit le tour de la chambre. Puis, les dents serrées, elle rouvrit la porte. Elle s'en alla. « Tu redescends ?» demanda sa mère, sans pouvoir tourner la tête. « Oui, j'ai oublié quelque chose. Je vais remonter. Bonsoir. » Et elle ne revint pas. Le lendemain, les Coupeau, dessoulés, se battirent en se jetant l'un l'autre à la figure l'envolement de Nana. Ah, elle était loin, si elle courait toujours. Comme on dit aux enfants pour les moineaux, les parents pouvaient aller lui mettre un grain de sel au derrière, il la rattraperait peut-être. Ce fut un grand coup qui écrasa encore Gervaise, car elle sentit très bien, malgré son avagissement, que la culbute de sa petite, en train de se faire caramboler, l'enfonçait davantage, seule maintenant, n'ayant plus d'enfant à respecter, pouvant se lâcher aussi bas qu'elle tomberait. Oui, ce chameau dénaturé lui emportait le dernier morceau de son honnêteté dans ses jupons sales. Et elle se grisa 3 jours, furieuse, les poings serrés, la bouche enflée de mots abominables contre sa garce de fille. Coupeau, après avoir roulé les boulevards extérieurs et regardé sous le nez tous les torchons qui passaient, fumait de nouveau sa pipe, tranquille comme Baptiste. Seulement, quand il était à table, il se levait parfois, les bras en l'air, un couteau au poing, en criant qu'il était déshonoré. Et il se rasseyait pour finir sa soupe. Dans la maison où chaque mois des filles s'envolaient comme des serins dont on laisserait les cages ouvertes, l'accident des Coupeau n'étonna personne. Mais les Lorilleux triomphaient. Ah, il avait prédit que la petite leur chierait du poivre. C'était mérité, toutes les fleuristes tournaient mal. Les boches et les poissons ricanaient également, en faisant une dépense et un étalage extraordinaire de vertu. Seul, Lantier défendait sournoisement Nana. « Mon Dieu, sans doute, déclarait-il de son air puritain,
Une demoiselle qui se cavalait offensait toutes les lois. Puis il ajoutait, avec une flamme dans le coin des yeux, que, sacre-dié, la gamine était aussi trop jolie pour foutre la misère à son âge. « Vous ne savez pas ?» cria un jour madame Lorilleux dans la loge des Boches, où la coterie prenait du café. « Eh bien, vrai comme la lumière du jour nous éclaire, c'est la Bamban qui a vendu sa fille. Oui, elle l'a vendue, et j'ai des preuves. Ce vieux qu'on rencontrait matin et soir dans l'escalier, il montait déjà donner des acomptes. Ça crevait les yeux. Et hier donc, quelqu'un les a aperçus ensemble à l'ambigu, la donzelle et son matou. Ma parole d'honneur, ils sont ensemble, vous voyez bien. » On acheva le café en discutant ça. Après tout, c'était possible, il se passait des choses encore plus fortes. Et, dans le quartier, les gens les mieux posés finirent par répéter que Gervaise avait vendu sa fille. Gervaise, maintenant, traînait ses savates en se fichant du monde. On l'aurait appelée voleuse, dans la rue, qu'elle ne se serait pas retournée. Depuis 1 mois, elle ne travaillait plus chez madame Fauconnier, qui avait dû la flanquer à la porte pour éviter des disputes. En quelques semaines, elle était entrée chez 8 blanchisseuses. Elle faisait 12 ou 3 jours dans chaque atelier, puis elle recevait son paquet, tellement elle cochonnait l'ouvrage, sans soin, malpropre, perdant la tête jusqu'à oublier son métier. Enfin, se sentant gâcheuse, elle venait de quitter le repassage. Elle lavait à la journée, au lavoir de la rue Neuve. Patauger, se battre avec la crasse, redescendre dans ce que le métier a de rude et de facile, ça marchait encore. Ça la baissait d'un cran sur la pente de sa dégringolade. Par exemple, le lavoir ne l'embellissait guère. Un vrai chien crotté quand elle sortait de là-dedans, trempé, montrant sa chair bleuie. Avec ça, elle grossissait toujours, malgré ses danses devant le buffet vide, et sa jambe se tortillait si fort qu'elle ne pouvait plus marcher près de quelqu'un sans manquer de le jeter par terre, tant elle boitait. Naturellement, lorsqu'on se décatit à ce point, tout l'orgueil de la femme s'en va. Gervaise avait mis sous elle ses anciennes fiertés, ses coquetteries, ses besoins de sentiments, de convenance et d'égard. On pouvait lui allonger des coups de soulier partout, devant et derrière, elle ne les sentait pas. Elle devenait trop flasque et trop molle. Ainsi, Lantier l'avait complètement lâchée. Il ne la pinçait même plus pour la forme. Et elle semblait ne s'être pas aperçue de cette fin d'une longue liaison, lentement traînée et dénouée dans une lassitude mutuelle. C'était, pour elle, une corvée de moins. Même les rapports de Lantier et de Virginie la laissaient parfaitement calme, tant elle avait une grosse indifférence pour toutes ces bêtises dont elle rageait si fort autrefois. Elle leur aurait tenu la chandelle, s'ils avaient voulu. Personne maintenant n'ignorait la chose. Le chapelier et l'épicière menaient un beau train. Ça leur était trop commode aussi. Ce cornard de Poisson avait tous les 2 jours un service de nuit qui le faisait grelotter sur les trottoirs déserts pendant que sa femme et le voisin, à la maison, se tenaient les pieds chauds. Oh, ils ne se pressaient pas. Ils entendaient sonner lentement ses bottes le long de la boutique, dans la rue noire et vide, sans pour cela hasarder leur nez hors de la couverture. Un sergent de ville ne connaît que son devoir, n'est-ce pas ? Et il restait tranquillement jusqu'au jour à lui endommager sa propriété, pendant que cet homme sévère veillait sur la propriété des autres. Tout le quartier de la Goutte d'Or rigolait de cette bonne farce. On trouvait drôle le coquillage de l'autorité. D'ailleurs, Lantier avait conquis ce coin-là. La boutique et la boutiquière allaient ensemble. Il venait de manger une blanchisseuse. À présent, il croquait une épicière. Et s'il s'établissait à la file des mercières, des papetières, des modistes, il était de mâchoire assez large pour les avaler. Non, jamais on n'a vu un homme se rouler comme ça dans le sucre. Lantier avait joliment choisi son affaire en conseillant à Virginie un commerce de friandises. Il était trop provençal pour ne pas adorer les douceurs, c'est-à-dire qu'il aurait vécu de pastilles, de boules de gomme, de dragées et de chocolat. Les dragées surtout, qu'il appelait des amandes sucrées, lui mettait une petite mousse aux lèvres, tant elle lui chatouillait la gargamelle. Depuis 1 an, il ne vivait plus que de bonbons,
Il ouvrait les tiroirs, se fichait des culottes tout seul, quand Virginie le priait de garder la boutique. Souvent, en causant, devant des 5 ou 6 personnes, il ôtait le couvercle d'un bocal du comptoir, plongeait la main, croquait quelque chose. Le bocal restait ouvert et se vidait. On ne faisait plus attention à ça. Une manie, disait-il. Puis, il avait imaginé un rhume perpétuel, une irritation de la gorge qu'il parlait d'adoucir. Il ne travaillait toujours pas, avait en vue des affaires de plus en plus considérables. Pour lors, il mijotait une invention superbe, le chapeau parapluie, un chapeau qui se transformait sur la tête en riflard, aux premières gouttes d'une averse. Et il promettait à Poisson une moitié des bénéfices. Il lui empruntait même des pièces de 20 francs pour les expériences. En attendant, la boutique fondait sur sa langue. Toutes les marchandises y passaient, jusqu'aux cigares en chocolat et aux pipes de caramel rouge. Quand il crevait de sucreries et que, pris de tendresse, il se payait une dernière lichade sur la patronne, dans un coin, celle-ci le trouvait tout sucré, les lèvres comme des pralines. Un homme joliment gentil à embrasser. Positivement, il devenait tout miel. Les Boches disaient qu'il lui suffisait de tremper son doigt dans son café pour en faire un vrai sirop. Lantier, attendri par ce dessert continu, se montrait paternel pour Gervaise. Il lui donnait des conseils, la grondait de plus aimer le travail. Que diable, une femme, à son âge, devait savoir se retourner. Et il l'accusait d'avoir toujours été gourmande. Mais, comme il faut tendre la main aux gens, même lorsqu'ils ne le méritent guère, il tâchait de lui trouver de petits travaux. Ainsi, il avait décidé Virginie à faire venir Gervaise une fois par semaine pour laver la boutique et les chambres. Ça la connaissait, l'eau de potasse. Et, chaque fois, elle gagnait 30 sous. Gervaise arrivait le samedi matin, avec un seau et sa brosse, sans paraître souffrir de revenir ainsi faire une sale et humble besogne, la besogne des torchons de vaisselle, dans ce logement où elle avait trôné en belle patronne blonde. C'était un dernier aplatissement, la fin de son orgueil. Un samedi, elle eut joliment du mal. Il avait plu 3 jours. Les pieds des pratiques semblaient avoir apporté dans le magasin toute la boue du quartier. Virginie était au comptoir, en train de faire la dame, bien peignée, avec un petit col et des manches de dentelle. À côté d'elle, sur l'étroite banquette de moleskine rouge, Lantier se prélassait, l'air chez lui, comme le vrai patron de la baraque. Et il envoyait négligemment la main dans un bocal de pastilles à la menthe, histoire de croquer du sucre, par habitude. « Dites donc, madame Coupeau !» cria Virginie, qui suivait le travail de la laveuse, les lèvres pincées. « Vous laissez de la crasse, là-bas, dans ce coin. Frottez-moi donc un peu mieux ça. » Gervaise obéit. Elle retourna dans le coin, recommença à laver. Agenouillée par terre, au milieu de l'eau sale, elle se pliait en deux, les épaules saillantes, les bras violets et raidis. Son vieux jupon trempé lui collait aux fesses. Elle faisait sur le parquet un tas de quelque chose de pas propre, dépeigné, montrant par les trous de sa camisole l'enflure de son corps, un débordement de chair molle qui voyageait, roulait et sautait sous les rudes secousses de sa besogne. Et elle suait tellement que, de son visage inondé, pissaient de grosses gouttes. « Plus on met de l'huile de coude, plus ça reluit, » dit sentencieusement Lantier, la bouche pleine de pastilles. Virginie, renversée avec un air de princesse, les yeux demi-clos, suivait toujours le lavage, lâchait des réflexions. « Encore un peu à droite. Maintenant, faites bien attention à la boiserie. Vous savez, je n'ai pas été très contente samedi dernier. Les taches étaient restées. » Et tous les deux, le chapelier et l'épicière, se carraient davantage, comme sur un trône, tandis que Gervaise se traînait à leurs pieds, dans la boue noire. Virginie devait jouir, car ses yeux de chat s'éclairèrent un instant d'étincelles jaunes, et elle regarda Lantier avec un sourire mince. Enfin, ça la vengeait donc de l'ancienne fessée du lavoir, qu'elle avait toujours gardée sur la conscience. Cependant, un léger bruit de scie venait de la pièce du fond, lorsque Gervaise cessait de frotter. Par la porte ouverte,
on apercevait, se détachant sur le jour blafard de la cour, le profil de Poisson, en congé ce jour-là, et profitant de son loisir pour se livrer à sa passion des petites boîtes. Il était assis devant une table et découpait, avec un soin extraordinaire, des arabesques dans l'acajou d'une caisse à cigares. « Écoutez, badingue !» cria Lantier, qui s'était remis à lui donner ce surnom, par amitié. « Je retiens votre boîte, un cadeau pour une demoiselle. » Virginie le pinça, mais le chapelier, galamment, sans cesser de sourire, lui rendit le bien pour le mal, en faisant la souris le long de son genou, sous le comptoir. Et il retira sa main d'une façon naturelle lorsque le mari leva la tête, montrant son impériale et ses moustaches rouges, hérissées dans sa face terreuse. « Justement, dit le sergent de ville, je travaillais à votre intention, Auguste. C'était un souvenir d'amitié. »« Ah, fichtre alors, je garderai votre petite machine, » reprit Lantier en riant. « Vous savez, je me la mettrai au cou avec un ruban. » Puis, brusquement, comme si cette idée en éveillait une autre, « À propos, s'écria-t-il, j'ai rencontré Nana hier soir. » Du coup, l'émotion de cette nouvelle assit Gervaise dans la mare d'eau sale qui emplissait la boutique. Elle demeura suante, essoufflée, avec sa brosse à la main. « Ah » murmura-t-elle simplement. « Oui, je descendais la rue des Martyrs. Je regardais une petite qui se tortillait au bras d'un vieux, devant moi, et je me disais, voilà un Trouffignon que je connais. Alors j'ai redoublé le pas, je me suis trouvé nez à nez avec ma sacrée Nana. Allez, vous n'avez pas à la plaindre, elle est bien heureuse, une jolie robe de laine sur le dos, une croix d'or au cou, et l'air drôlichon avec ça. »« Ah » répéta Gervaise d'une voix plus sourde. Lantier, qui avait fini les pastilles, prit un sucre d'orge dans un autre bocal. « Elle a un vice, cette enfant, » continua-t-il. « Imaginez-vous qu'elle m'a fait signe de la suivre, avec un aplomb bœuf. Puis elle a remisé son vieux quelque part dans un café. Oh, épatant, le vieux. Vidé, le vieux. Et elle est revenue me rejoindre sous une porte. Un vrai serpent, gentil et faisant sa tata, et vous lichant comme un petit chien. Oui, elle m'a embrassé. Elle a voulu savoir des nouvelles de tout le monde. Enfin, j'ai été bien content de la rencontrer. »« Ah » dit une troisième fois Gervaise. Elle se tassait, elle attendait toujours. Sa fille n'avait donc pas eu une parole pour elle. Dans le silence, on entendait de nouveau la scie de Poisson. Lantier, égayé, suçait rapidement son sucre d'orge avec un sifflement des lèvres. « Eh bien, moi, je puis la voir, je passerai de l'autre côté de la rue, » reprit Virginie, qui venait encore de pincer le chapelier d'une main féroce. « Oui, le rouge me monterait au front, d'être saluée en public par une de ses filles. Ce n'est pas parce que vous êtes là, madame Coupeau, mais votre fille est une jolie pourriture. Poisson en ramasse tous les jours qui valent davantage. » Gervaise ne disait rien, ne bougeait pas, les yeux fixes dans le vide. Elle finit par hocher lentement la tête, comme pour répondre aux idées qu'elle gardait en elle, pendant que le chapelier, la mine friande, murmurait « De cette pourriture-là, on s'en ficherait volontiers des indigestions. C'est tendre comme du poulet. » Mais l'épicière le regardait d'un air si terrible qu'il dut s'interrompre et l'apaiser par une gentillesse. Il guetta le sergent de ville, l'aperçut le nez sur sa petite boîte et profita de ça pour fourrer le sucre d'orge dans la bouche de Virginie. Alors, celle-ci eut un rire complaisant. Puis, elle tourna sa colère contre la laveuse. « Dépêchez-vous un peu, n'est-ce pas ? Ça n'avance guère, la besogne, de rester là comme une borne. Voyons, remuez-vous. Je n'ai pas envie de patauger dans l'eau jusqu'à ce soir. » Et elle ajouta plus bas, méchamment. « Est-ce que c'est ma faute si sa fille fait la noce ?» Sans doute, Gervaise n'entendit pas. Elle s'était remise à frotter le parquet, l'échine cassée, aplatie par terre et se traînant avec des mouvements engourdis de grenouille. De ses deux mains, crispées sur le bois de la brosse, elle poussait devant elle un flot noir, dont les éclaboussures la mouchetaient debout, jusque dans ses cheveux. Il n'y avait plus qu'à rincer, après avoir balayé les eaux sales au ruisseau. Cependant, au bout d'un silence, Lantier, qui s'ennuyait, haussa la voix.
« Vous ne savez pas, badingue !» cria-t-il. « J'ai vu votre patron hier, rue de Rivoli. Il est diablement ravagé. Il n'en a pas pour 6 mois dans le corps. Ah, dame, avec la vie qu'il fait !» Il parlait de l'empereur. Le sergent de ville répondit d'un ton sec, sans lever les yeux. « Si vous étiez le gouvernement, vous ne seriez pas si gras. »« Oh, mon bon, si j'étais le gouvernement, reprit le chapelier en affectant une brusque gravité, les choses iraient un peu mieux. Je vous en flanque mon billet. Ainsi, leur politique extérieure, vraie, ça fait suer depuis quelque temps. Moi qui vous parle, si je connaissais seulement un journaliste pour l'inspirer de mes idées. » Il s'animait, et comme il avait fini de croquer son sucre d'orge, il venait d'ouvrir un tiroir dans lequel il prenait des morceaux de pâte de guimauve qu'il gobait en gesticulant. « C'est bien simple. Avant tout, je reconstituerai la Pologne et j'établirai un grand État scandinave qui tiendrait en respect le géant du Nord. Ensuite, je ferai une république de tous les petits royaumes allemands. Quant à l'Angleterre, elle n'est guère à craindre. Si elle bougeait, j'enverrais 100 000 hommes dans l'Inde. Ajoutez que je reconduirai la crosse dans le dos, le grand Turc à la Mecque et le pape à Jérusalem. Hein ? L'Europe serait vite propre. Tenez, badingue, regardez un peu. » Il s'interrompit pour prendre à poignée 5 ou 6 morceaux de pâte de guimauve. « Eh bien, ce ne serait pas plus long que d'avaler ça. » Et il jetait, dans sa bouche ouverte, les morceaux les uns après les autres. « L'empereur a un autre plan, » dit le sergent de ville, au bout de 2 grandes minutes de réflexion. « Laissez donc, » reprit violemment le chapelier. « On le connaît, son plan. L'Europe se fiche de nous. Tous les jours, les larbins des Tuileries ramassent votre patron sous la table, entre 2 gadous du grand monde. » Mais Poisson s'était levé. Il s'avança et mit la main sur son cœur, en disant « Vous me blessez, Auguste. Discutez sans faire de personnalité. » Virginie alors intervint en les priant de lui flanquer la paix. Elle avait l'Europe quelque part. Comment 2 hommes qui partageaient tout le reste pouvaient-ils s'attraper sans cesse à propos de la politique ? Ils mâchèrent un instant de sourdes paroles. Puis le sergent de ville, pour montrer qu'il n'avait pas de rancune, apporta le couvercle de sa petite boîte qu'il venait de terminer. On lisait dessus, en lettres marquetées, « À Auguste, souvenir d'amitié ». L'entier, très flatté, se renversa, s'étala, si bien qu'il était presque sur Virginie. Et le mari regardait ça, avec son visage couleur de vieux mur, dans lequel ses yeux troubles ne disaient rien. Mais les poils rouges de ses moustaches remuaient tout seuls par moments, d'une drôle de façon, ce qui aurait pu inquiéter un homme moins sûr de son affaire que le chapelier. Cet animal de Lantier avait ce toupet tranquille qui plaît aux dames. Comme Poisson tournait le dos, il lui poussa l'idée farce de poser un baiser sur l'œil gauche de Madame Poisson. D'ordinaire, il montrait une prudence sournoise, mais quand il s'était disputé pour la politique, il risquait tout, histoire d'avoir raison sur la femme. Ses caresses goulues, chipées effrontément derrière le sergent de ville, le vengeaient de l'Empire, qui faisait de la France une maison à gros numéros. Seulement, cette fois, il avait oublié la présence de Gervaise. Elle venait de rincer et d'essuyer la boutique. Elle se tenait debout près du comptoir, à attendre qu'on lui donnât ses 30 sous. Le baiser sur l'œil la laissa très calme, comme une chose naturelle dont elle ne devait pas se mêler. Virginie parut un peu embêtée. Elle jeta les 30 sous sur le comptoir, devant Gervaise. Celle-ci ne bougea pas, ayant l'air d'attendre toujours, secouée encore par le lavage, mouillée et laide comme un chien qu'on tirerait d'un égout. « Alors, elle ne vous a rien dit ?» demanda-t-elle enfin au chapelier. « Qui ça ?» cria-t-il. « Ah oui, Nana. Mais non, rien autre chose. La gueuse a une bouche, un petit pot de fraises. » Et Gervaise s'en alla, avec ses 30 sous dans la main. Ses savates éculées crachaient comme des pompes, de véritables souliers à musique, qui jouaient un air en laissant sur le trottoir les empreintes mouillées de leurs larges semelles. Dans le quartier, les soulardes de son espèce racontaient maintenant qu'elle buvait pour se consoler de la culbute de sa fille. Elle-même,
quand elle sifflait son verre de rogum sur le comptoir, prenait des airs de drame, se jetait ça dans le plomb en souhaitant que ça la fît crever. Et les jours où elle rentrait ronde comme une bourrique, elle bégayait que c'était le chagrin. Mais les gens honnêtes haussaient les épaules. On la connaît, celle-là, de mettre les culottes de poivre d'Assommoir sur le compte du chagrin. En tout cas, ça devait s'appeler du chagrin en bouteille. Sans doute, au commencement, elle n'avait pas digéré la fugue de Nana. Ce qui restait en elle d'honnêteté se révoltait. Puis, généralement, une mère n'aime pas se dire que sa demoiselle, juste à la minute, se fait peut-être tutoyer par le premier venu. Mais elle était déjà trop abétie, la tête malade et le cœur écrasé, pour garder longtemps cette honte. Chez elle, ça entrait et ça sortait. Elle restait très bien des 8 jours sans songer à sa gourgandine. Et, brusquement, une tendresse ou une colère l'empoignait, des fois à jeun, des fois le sac plein, un besoin furieux de pincer Nana dans un petit endroit où elle l'aurait peut-être embrassée, peut-être rouée de coups, selon son envie du moment. Elle finissait par n'avoir plus une idée bien nette de l'honnêteté. Seulement, Nana était à elle, n'est-ce pas ? Eh bien, lorsqu'on a une propriété, on ne veut pas la voir s'évaporer. Alors, dès que ses pensées la prenaient, Gervaise regardait dans les rues avec des yeux de gendarme. Ah, si elle avait aperçu son ordure, comme elle l'aurait raccompagnée à la maison. On bouleversait le quartier cette année-là. On perçait le boulevard Magenta et le boulevard Ornano, qui emportaient l'ancienne barrière poissonnière et trouaient le boulevard extérieur. C'était à ne plus s'y reconnaître. Tout un côté de la rue des Poissonniers était par terre. Maintenant, de la rue de la Goutte d'Or, on voyait une immense éclaircie, un coup de soleil et d'air libre. Et, à la place des masures qui bouchaient la vue de ce côté, s'élevait, sur le boulevard Ornano, un vrai monument, une maison à 6 étages, sculptée comme une église, dont les fenêtres claires, tendues de rideaux brodés, sentaient la richesse. Cette maison-là, toute blanche, posée juste en face de la rue, semblait l'éclairer d'une enfilade de lumière. Même, chaque jour, elle faisait disputer Lantier et Poisson. Le chapelier ne tarissait pas sur les démolitions de Paris. Il accusait l'empereur de mettre partout des palais pour renvoyer les ouvriers en province. Et le sergent de ville, pâle d'une colère froide, répondait qu'au contraire, l'empereur songeait d'abord aux ouvriers, qu'il raserait Paris s'il le fallait, dans le seul but de leur donner du travail. Gervaise, elle aussi, se montrait ennuyée de ces embellissements, qui lui dérangeaient le coin noir de faubourg auquel elle était accoutumée. Son ennui venait de ce que, précisément, le quartier s'embellissait à l'heure où elle-même tournait à la ruine. On n'aime pas, quand on est dans la crotte, recevoir un rayon en plein sur la tête. Aussi, les jours où elle cherchait Nana, rageait-elle d'enjamber des matériaux, de patauger le long des trottoirs en construction, de buter contre des palissades. La belle bâtisse du boulevard Ornano la mettait hors des gonds. Des bâtisses pareilles, c'était pour des catins comme Nana. Cependant, elle avait eu plusieurs fois des nouvelles de la petite. Il y a toujours de bonnes langues qui sont pressées de vous faire un mauvais compliment. Oui, on lui avait conté que la petite venait de planter là son vieux, un beau coup de fille sans expérience. Elle était très bien chez ce vieux, dorlotée, adorée, libre même, si elle avait su s'y prendre. Mais la jeunesse est bête. Elle devait s'en être allée avec quelques godelureaux, on ne savait pas bien au juste. Ce qui semblait certain, c'était qu'une après-midi, sur la place de la Bastille, elle avait demandé à son vieux 3 sous pour un petit besoin, et que le vieux l'attendait encore. Dans les meilleures compagnies, on appelle ça pisser à l'anglaise. D'autres personnes juraient l'avoir aperçu depuis, pinçant un chahut au grand salon de la Folie, rue de la Chapelle. Et ce fut alors que Gervaise s'imagina de fréquenter les bastringues du quartier. Elle ne passa plus devant la porte d'un bal sans entrer. Coupeau l'accompagnait. D'abord, ils firent simplement le tour des salles, en dévisageant les traînées qui se trémoussaient. Puis, un soir, ayant de la monnaie, ils s'attablèrent et burent un saladier de vin à la française, histoire de se rafraîchir et d'attendre voir si Nana ne viendrait pas.
Au bout d'un mois, ils avaient oublié Nana. Ils se payaient le bastringue pour leur plaisir, aimant regarder les danses. Pendant des heures, sans rien se dire, ils restaient le coude sur la table, hébétés au milieu du tremblement du plancher, s'amusant sans doute, au fond, à suivre de leurs yeux pâles les roulures de barrières, dans l'étouffement et la clarté rouge de la salle. Justement, un soir de novembre, ils étaient entrés au grand salon de la Folie pour se réchauffer. Dehors, un petit frisquet coupait en deux la figure des passants. Mais la salle était bondée. Il y avait là-dedans un grouillement du tonnerre de Dieu, du monde à toutes les tables, du monde au milieu, du monde en l'air, un vrai tas de charcuterie. Oui, ceux qui aimaient les tripes à la mode de Caen pouvaient se régaler. Quand ils eurent fait 2 fois le tour sans trouver une table, ils prirent le parti de rester debout, à attendre qu'une société eût débarrassé le plancher. Coupeau se dandinait sur ses pieds, en blouse sale, en vieille casquette de drap sans visière, aplatie au sommet du crâne. Et, comme il barrait le passage, il vit un petit homme maigre qui essuyait la manche de son paletot, après lui avoir donné un coup de coude. « Dites donc !» cria-t-il furieux, en retirant son brûle-gueule de sa bouche noire. « Vous ne pourriez pas demander excuse ? Et ça fait le dégoûter, encore, parce qu'on porte une blouse !» Le jeune homme s'était retourné, toisant le zingueur, qui continuait. « Apprends un peu, bougre de greluchon, que la blouse est le plus beau vêtement. Oui, le vêtement du travail. Je vas t'essuyer, moi, si tu veux, avec une paire de claques. A-t-on jamais vu des tantes pareilles qui insultent l'ouvrier ?» Gervaise tâchait vainement de le calmer. Il s'étalait dans ses guenilles. Il tapait sur sa blouse en gueulant. « Là-dedans, il y a la poitrine d'un homme !» Alors, le jeune homme se perdit au milieu de la foule, en murmurant. « En voilà, un sale voyou !» Coupeau voulut le rattraper, plus souvent qu'il se laissa mécaniser par un paletot. Il n'était seulement pas payé, celui-là. Quelque pelure d'occasion pour lever une femme sans lâcher un centime. S'il le retrouvait, il le collait à genoux et lui faisait saluer la blouse. Mais l'étouffement était trop grand, on ne pouvait pas marcher. Gervaise et lui tournaient avec lenteur autour des danses. Un triple rang de curieux s'écrasait, les faces allumées, lorsqu'un homme s'étalait ou qu'une dame montrait tout en levant la jambe. Et, comme ils étaient petits l'un et l'autre, ils se haussaient sur les pieds pour voir quelque chose, les chignons et les chapeaux qui sautaient. L'orchestre, de ces instruments de cuivre fêlés, jouait furieusement un quadrille. Une tempête dont la salle tremblait. Tandis que les danseurs, tapant des pieds, soulevaient une poussière qui alourdissait le flamboiement du gaz. La chaleur était à crever. « Regarde donc !» dit tout d'un coup Gervaise. « Quoi donc ?»« Ce caloquet de velours, là-bas. » Ils se grandirent. C'était, à gauche, un vieux chapeau de velours noir, avec 2 plumes déguenillées qui se balançaient, un vrai plumet de corbillard. Mais il n'apercevait toujours que ce chapeau, dansant un chahut de tous les diables, cabriolant, tourbillonnant, plongeant et jaillissant. Il le perdait parmi la débandade enragée des têtes, et il le retrouvait, se balançant au-dessus des autres, d'une effronterie si drôle que les gens, autour d'eux, rigolaient, rien qu'à regarder ce chapeau danser, sans savoir ce qu'il y avait dessous. « Eh bien, demanda Coupeau, tu ne reconnais pas ce chignon-là » murmura Gervaise, étranglée. « Ma tête à couper que c'est elle !» Le zingueur, d'une poussée, écarta la foule. Nom de Dieu ! Oui, c'était Nana. Et dans une jolie toilette encore. Elle n'avait plus sur le derrière qu'une vieille robe de soie, toute poissée d'avoir essuyé les tables des caboulots et dont les volants arrachés dégobillaient de partout. Avec ça, en taille, sans un bout de châle sur les épaules, montrant son corsage nu aux boutonnières craquées. Dire que cette gueuse-là avait eu un vieux rempli d'attention et qu'elle en était tombée à ce point pour suivre quelque marlou qui devait la battre. N'importe, elle restait joliment fraîche et friande, ébouriffée comme un caniche, et le bec rose sous son grand coquin de chapeau. « Attends, je vas te la faire danser !» reprit Coupeau. Nana ne se méfiait pas, naturellement. Elle se tortillait, fallait voir.
et des coups de derrière à gauche, et des coups de derrière à droite, des révérences qui la cassaient en deux, des battements de pied jetés dans la figure de son cavalier, comme si elle allait se fendre. On faisait cercle, on l'applaudissait, et, lancée, elle ramassait ses jupes, les retroussait jusqu'aux genoux, toute secouée par le branle du chahut, fouettée et tournant pareille à une toupie, s'abattant sur le plancher dans de grands écarts qui l'aplatissaient, puis reprenant une petite danse modeste, avec un roulement de hanches et de gorge d'un chic épatant. C'était à l'emporter dans un coin pour la manger de caresses. Cependant, Coupeau, tombant en plein dans la pastourelle, dérangeait la figure et recevait des bourrades. « Je vous dis que c'est ma fille !» cria-t-il. « Laissez-moi passer !» Nana, précisément, s'en allait à reculons, balayant le parquet avec ses plumes, arrondissant son postérieur et lui donnant de petites secousses pour que ce fût plus gentil. Elle reçut un maître coup de soulier, juste au bon endroit, se releva et devint toute pâle en reconnaissant son père et sa mère. Pas de chance, par exemple. « À la porte !» hurlaient les danseurs. Mais Coupeau, qui venait de retrouver dans le cavalier de sa fille le jeune homme maigre au paletot, se fichait pas mal du monde. « Oui, c'est nous !» gueulait-il. « Hein ? Tu ne t'attendais pas ? Ah, c'est ici qu'on te pince, et avec un blanc-bec qui m'a manqué de respect tout à l'heure. » Gervaise, les dents serrées, le poussa en disant « Tais-toi, il n'y a pas besoin de tant d'explications. » Et, s'avançant, elle flanqua à Nana 2 gifles soignées. La première mit de côté le chapeau à plumes. La seconde resta marquée en rouge sur la joue blanche comme un linge. Nana, stupide, les reçut sans pleurer, sans se rebiffer. L'orchestre continuait. La foule se fâchait et répétait violemment « À la porte ! À la porte !» « Allons, file !» reprit Gervaise. « Marche devant, et ne t'avise pas de te sauver, ou je te fais coucher en prison. » Le petit jeune homme avait prudemment disparu. Alors, Nana marcha devant, très raide, encore dans la stupeur de sa mauvaise chance. Quand elle faisait mine de rechigner, une calotte par derrière la remettait dans le chemin de la porte. Et ils sortirent ainsi tous les trois au milieu des plaisanteries et des huées de la salle, tandis que l'orchestre achevait la pastourelle, avec un tel tonnerre que les trombones semblaient cracher des boulets. La vie recommença. Nana, après avoir dormi 12 heures dans son ancien cabinet, se montra très gentille pendant 1 semaine. Elle s'était rafistolée une petite robe modeste, elle portait un bonnet dont elle nouait les brides sous son chignon. Même, prise d'un beau feu, elle déclara qu'elle voulait travailler chez elle. On gagnait ce qu'on voulait chez soi, puis on n'entendait pas les saletés de l'atelier. Et elle chercha de l'ouvrage, elle s'installa sur une table avec ses outils, se levant à 5 heures, les premiers jours, pour rouler ses queues de violettes. Mais, quand elle en eut livré quelques grosses, elle s'étira les bras devant la besogne, les mains tordues de crampes, ayant perdu l'habitude des queues et suffoquant de rester enfermée, elle qui s'était donné un si joli courant d'air de 6 mois. Alors, le pot à colle sécha, les pétales et le papier vert attrapèrent des taches de graisse. Le patron vint 3 fois lui-même faire des scènes en réclamant ses fournitures perdues. Nana se traînait, empochait toujours des tatouilles de son père, s'empoignait avec sa mère matin et soir. Des querelles où les 2 femmes se jetaient à la tête des abominations. Ça ne pouvait pas durer. Le 12e jour, la gare se fila, emportant pour tout bagage sa robe modeste à son derrière et son bonichon sur l'oreille. Les Lorilleux, que le retour et le repentir de la petite laissaient pincer, faillirent s'étaler les 4 fers en l'air, tant ils crevèrent de rire. 2e représentation. Éclipse, 2nd numéro. Les demoiselles pour Saint-Lazare, en voiture. Non, c'était trop comique. Nana avait un chic pour se tirer les pattes. Ah, bien, si les Coupeau voulaient la garder maintenant, ils n'avaient plus qu'à lui coudre son affaire et à la mettre en cage. Les Coupeau, devant le monde, affectèrent d'être bien débarrassés. Au fond, ils rageaient. Mais la rage n'a toujours qu'un temps. Bientôt, ils apprirent, sans même cligner un œil, que Nana roulait le quartier. Gervaise, qui l'accusait de faire ça pour les déshonorer,
se mettait au-dessus des potins. Elle pouvait rencontrer sa donzelle dans la rue, elle ne se salirait seulement pas la main à lui envoyer une baffe. Oui, c'était bien fini. Elle l'aurait trouvé en train de crever par terre, la peau nue sur le pavé, qu'elle serait passée sans dire que ce chameau venait de ses entrailles. Nana allumait tous les bals des environs. On la connaissait de la Reine Blanche au grand salon de la Folie. Quand elle entrait à l'Élysée-Montmartre, on montait sur les tables pour lui voir faire, à la pastourelle, l'écrevisse qui renifle. Comme on l'avait flanquée 2 fois dehors, au Château Rouge, elle rôdait seulement devant la porte, en attendant des personnes de sa connaissance. La Boule Noire, sur le boulevard, et le Grand Turc, rue des Poissonniers, étaient des salles comme il faut, où elle allait lorsqu'elle avait du linge. Mais, de tous les bastringues du quartier, elle préférait encore le bal de l'Ermitage, dans une cour humide, et le bal Robert, impasse du Cadran, 2 infectes petites salles éclairées par une demi-douzaine de quinquets tenus à la papa, tous contents et tous libres, si bien qu'on laissait les cavaliers et leurs dames s'embrasser au fond sans les déranger. Et Nana avait des hauts et des bas, de vrais coups de baguette, tantôt nippée comme une femme chic, tantôt balayant la crotte comme une souillon. Ah, elle menait une belle vie. Plusieurs fois, les Coupeau crurent apercevoir leur fille dans des endroits pas propres. Ils tournaient le dos, ils décampaient d'un autre côté pour ne pas être obligés de la reconnaître. Ils n'étaient plus d'humeur à se faire blaguer par toute une salle pour ramener chez eux une voirie pareille. Mais, un soir, vers 10 heures, comme ils se couchaient, on donna des coups de poing dans la porte. C'était Nana qui, tranquillement, venait demander à coucher. Et dans quel état, bon Dieu! Nu-tête, une robe en loques, des bottines éculées, une toilette à se faire ramasser et conduire au dépôt. Elle reçut une rossée, naturellement. Puis elle tomba goulûment sur un morceau de pain dur et s'endormit, éreintée, avec une dernière bouchée aux dents. Alors, ce train-train continua. Quand la petite se sentait un peu requinquée, elle s'évaporait un matin. Ni vu ni connu, l'oiseau était parti. Et des semaines, des mois s'écoulaient, elle semblait perdue, lorsqu'elle reparaissait tout d'un coup, sans jamais dire d'où elle arrivait, des fois sale à ne pas être prise avec des pincettes et égratignée du haut en bas du corps, d'autres fois bien mise, mais si molle et vidée par la noce qu'elle ne tenait plus debout. Les parents avaient dû s'accoutumer. Les roulés n'y faisaient rien. Ils la trépignaient, ce qui ne l'empêchait pas de prendre leur chez eux comme une auberge, où l'on couchait à la semaine. Elle savait qu'elle payait son lit d'une danse. Elle se tâtait et venait recevoir la danse, s'il y avait bénéfice pour elle. D'ailleurs, on se lasse de taper. Les Coupeau finissaient par accepter les bordées de Nana. Elle rentrait, ne rentrait pas, pourvu qu'elle ne laissât pas la porte ouverte, ça suffisait. Mon Dieu, l'habitude use l'honnêteté comme autre chose. Une seule chose mettait Gervaise hors d'elle, c'était lorsque sa fille reparaissait avec des robes à queue et des chapeaux couverts de plumes. Non, ce luxe-là, elle ne pouvait pas l'avaler. Que Nana fît la noce, si elle voulait, mais quand elle venait chez sa mère, qu'elle s'habillât au moins comme une ouvrière doit être habillée. Les robes à queue faisaient une révolution dans la maison. Les laurieux ricanaient. L'entier, tout émoustillé, tournait autour de la petite pour renifler sa bonne odeur. Les Boches avaient défendu à Pauline de fréquenter cette rouchie avec ses oripeaux. Et Gervaise se fâchait également des sommeils écrasés de Nana lorsque, après une de ses fugues, elle dormait jusqu'à midi, dépoitraillée, le chignon défait et plein encore d'épingles à cheveux, si blanche, respirant si court qu'elle semblait morte. Elle la secouait des 5 ou 6 fois dans la matinée, en la menaçant de lui flanquer sur le ventre une potée d'eau. Cette belle fille fainéante, à moitié nue, toute grasse de vice, l'exaspérait en cuvant ainsi l'amour dont sa chair semblait gonfler, sans pouvoir même se réveiller. Nana ouvrait un œil, le refermait, s'étalait davantage. Un jour, Gervaise, qui lui reprochait sa vie crûment et lui demandait si elle donnait dans les pantalons rouges, pour rentrer cassée à ce point, exécuta enfin sa menace en lui secouant sa main mouillée sur le corps. La petite,
furieuse, se roula dans le drap en criant « En voilà assez, n'est-ce pas, maman ? Ne causons pas des hommes, ça vaudra mieux. Tu as fait ce que tu as voulu, je fais ce que je veux. » « Comment bégaya la mère. « Oui, je ne t'en ai jamais parlé, parce que ça ne me regardait pas. Mais tu ne te gênais guère. Je t'ai vu assez souvent te promener en chemise, en bas, quand papa ronflait. Ça ne te plaît plus maintenant, mais ça plaît aux autres. Fiche-moi la paix. Fallait pas me donner l'exemple. » Gervaise resta toute pâle, les mains tremblantes, tournant sans savoir ce qu'elle faisait, pendant que Nana, aplatie sur la gorge, serrant son oreiller entre ses bras, retombait dans l'engourdissement de son sommeil de plomb. Coupeau grognait, n'ayant même plus l'idée d'allonger des claques. Il perdait la boule complètement. Et vraiment, il n'y avait pas à le traiter de père sans moralité, car la boisson lui ôtait toute conscience du bien et du mal. Maintenant, c'était réglé. Il ne dessoulait pas de 6 mois, puis il tombait et entrait à Sainte-Anne. Une partie de campagne pour lui. Les Lorilleux disaient que monsieur le duc de Torboyau se rendait dans ses propriétés. Au bout de quelques semaines, il sortait de l'asile, réparé, recloué, et recommençait à se démolir, jusqu'au jour où, de nouveau sur le flanc, il avait encore besoin d'un raccommodage. En 3 ans, il entra ainsi 7 fois à Sainte-Anne. Le quartier racontait qu'on lui gardait sa cellule. Mais le vilain de l'histoire était que cet entêté soûlard se cassait davantage chaque fois, si bien que, de rechute en rechute, on pouvait prévoir la cabriole finale, le dernier craquement de ce tonneau malade dont les cercles pétaient les uns après les autres. Avec ça, il oubliait d'embellir. Un revenant à regarder, le poison le travaillait rudement. Son corps imbibé d'alcool se ratatinait comme les fœtus qui sont dans des bocaux. Chez les pharmaciens. Quand il se mettait devant une fenêtre, on apercevait le jour au travers de ses côtes, tant il était maigre. Les joues creuses, les yeux dégoûtants, pleurant assez de cire pour fournir une cathédrale, il ne gardait que sa truffe de fleuris, belle et rouge, pareille à un œillet au milieu de sa trogne dévastée. Ceux qui savaient son âge, 40 ans sonnés, avaient un petit frisson, lorsqu'il passait, courbé, vacillant, vieux comme les rues. Et le tremblement de ses mains redoublait, sa main droite surtout battait tellement la breloque que certains jours, il devait prendre son verre dans ses 2 poings pour le porter à ses lèvres. Oh, ce nom de Dieu de tremblement! C'était la seule chose qui le taquina encore au milieu de sa vacherie générale. On l'entendait grogner des injures féroces contre ses mains. D'autres fois, on le voyait pendant des heures en contemplation devant ses mains qui dansaient, les regardant sauter comme des grenouilles, sans rien dire, ne se fâchant plus, ayant l'air de chercher quelle mécanique intérieure pouvait leur faire joujou de la sorte. Et, un soir, Gervaise l'avait trouvé ainsi, avec 2 grosses larmes qui coulaient sur ses joues cuites de pochard. Le dernier été, pendant lequel Nana traîna chez ses parents les restes de ses nuits, fut surtout mauvais pour Coupeau. Sa voix changea complètement, comme si le fil en 4 avait mis une musique nouvelle dans sa gorge. Il devint sourd d'une oreille. Puis, en quelques jours, sa vue baissa. Il lui fallait tenir la rampe de l'escalier s'il ne voulait pas dégringoler. Quant à sa santé, elle se reposait, comme on dit. Il avait des maux de tête abominables, des étourdissements qui lui faisaient voir 36 chandelles. Tout d'un coup, des douleurs aiguës le prenaient dans les bras et dans les jambes. Il pâlissait, il était obligé de s'asseoir et restait sur une chaise hébétée pendant des heures. Même, après une de ces crises, il avait gardé son bras paralysé tout un jour. Plusieurs fois, il s'alita. Il se pelotonnait, se cachait sous le drap avec le souffle fort et continu d'un animal qui souffre. Alors, les extravagances de Sainte-Anne recommençaient. Méfiant, inquiet, tourmenté d'une fièvre ardente, il se roulait dans des rages folles, déchirait ses blouses, mordait les meubles de sa mâchoire convulsée. Ou bien il tombait à un grand attendrissement, lâchant des plaintes de filles, sanglotant et se lamentant de n'être aimé par personne. Un soir, Gervaise et Nana, qui rentraient ensemble,
ne le trouvèrent plus dans son lit. À sa place, il avait couché le traversin. Et, quand elles le découvrirent, caché entre le lit et le mur, il claquait des dents, il racontait que des hommes allaient venir l'assassiner. Les 2 femmes durent le recoucher et le rassurer comme un enfant. Coupeau ne connaissait qu'un remède, se coller sa chopine de cric, un coup de bâton dans l'estomac qui le mettait debout. Tous les matins, il guérissait ainsi sa pituite. La mémoire avait filé depuis longtemps, son crâne était vide, et il ne se trouvait pas plus tôt sur les pieds qu'il blaguait la maladie. Il n'avait jamais été malade. Oui, il en était à ce point où l'on crève en disant qu'on se porte bien. D'ailleurs, il déménageait aussi pour le reste. Quand Nana rentrait, après des 6 semaines de promenade, il semblait croire qu'elle revenait d'une commission dans le quartier. Souvent, accrochée au bras d'un monsieur, elle le rencontrait et rigolait, sans qu'il la reconnût. Enfin, il ne comptait plus. Elle se serait assise sur lui si elle n'avait pas trouvé de chaise. Ce fut aux premières gelées que Nana s'esbigna une fois encore, sous le prétexte d'aller voir chez la fruitière s'il y avait des poires cuites. Elle sentait l'hiver, elle ne voulait pas claquer des dents devant le poêle éteint. Les Coupeau la traitèrent simplement de rosse, parce qu'ils attendaient les poires. Sans doute, elle rentrerait. L'autre hiver, elle était bien restée 3 semaines pour descendre chercher 2 sous de tabac. Mais les mois s'écoulèrent, la petite ne reparaissait plus. Cette fois, elle avait dû prendre un fameux galop. Lorsque juin arriva, elle ne revint pas davantage avec le soleil. Décidément, c'était fini. Elle avait trouvé du pain blanc quelque part. Les Coupeau, un jour de dèche, vendirent le lit de fer de l'enfant, 6 francs tout ronds qu'ils burent à Saint-Ouen. Ça les encombrait, ce lit. En juillet, un matin, Virginie appela Gervaise qui passait et la pria de donner un coup de main pour la vaisselle parce que la veille, Lantier avait amené 2 amis à régaler. Et, comme Gervaise lavait la vaisselle, une vaisselle joliment grasse du gueuleton du chapelier, celui-ci, en train de digérer encore dans la boutique, cria tout d'un coup : « Vous ne savez pas, la mère, j'ai vu Nana l'autre jour. » Virginie, assise au comptoir, l'air soucieux en face des bocaux et des tiroirs qui se vidaient, hocha furieusement la tête. Elle se retenait pour ne pas en lâcher trop long, car ça finissait par sentir mauvais. Lantier voyait Nana bien souvent. Oh, elle n'en aurait pas mis la main au feu. Il était homme à faire pire, quand une jupe lui trottait dans la tête. Madame Lerat, qui venait d'entrer, très liée en ce moment avec Virginie, dont elle recevait les confidences, fit sa moue pleine de gaillardise en demandant : « Dans quel sens l'avez-vous vue ? » ?»« Oh, dans le bon sens, » répondit le chapelier, très flatté, riant et frisant ses moustaches. « Elle était en voiture. Moi, je pataugeais sur le pavé. Vrai, je vous le jure. » Il n'y aurait pas à se défendre, car les fils de famille qui la tutoient de près sont bigrement heureux. Son regard s'était allumé. Il se tourna vers Gervaise, debout au fond de la boutique, en train d'essuyer un plat. « Oui, elle était en voiture. Et une toilette d'un chic. Je ne la reconnaissais pas, tant elle ressemblait à une dame de la haute, les quenottes blanches dans sa frimousse fraîche comme une fleur. C'est elle qui m'a envoyé une risette avec son gant. Elle a fait un vicomte, je crois. Oh, très lancée. Elle peut se ficher de nous tous. Elle a du bonheur par-dessus la tête, cette gueuse. L'amour de petit chat. Non, vous n'avez pas idée d'un petit chat pareil. » Gervaise essuyait toujours son plat, bien qu'il fût net et luisant depuis longtemps. Virginie réfléchissait, inquiète de 2 billets qu'elle ne savait pas comment payer le lendemain. Tandis que Lantier, gros et gras, suant le sucre dont il se nourrissait, emplissait de son enthousiasme pour les petits trognons bien mis la boutique d'épicerie fine, mangée déjà aux 3/4 et où soufflait une odeur de ruine. Oui, il n'avait plus que quelques pralines à croquer, quelques sucres d'orge à sucer pour nettoyer le commerce des poissons. Tout d'un coup, il aperçut, sur le trottoir d'en face, le sergent de ville qui était de service et qui passait, boutonné, l'épée battant la cuisse. Et ça l'égaya davantage. Il força Virginie à regarder son mari. « Oh, bien, murmura-t-il,
Il a une bonne tête ce matin. Badingue. Attention, il serre trop les fesses. Il a dû se faire coller un œil de verre quelque part pour surprendre son monde. » Quand Gervaise remonta chez elle, elle trouva Coupeau assis au bord du lit, dans l'hébétement d'une de ses crises. Il regardait le carreau de ses yeux morts. Alors, elle s'assit elle-même sur une chaise, les membres cassés, les mains tombées le long de sa jupe sale. Et pendant un quart d'heure, elle resta en face de lui, sans rien dire. « J'ai eu des nouvelles, » murmura-t-elle enfin. « On a vu ta fille. Oui, ta fille est très chic et n'a plus besoin de toi. Elle est joliment heureuse, celle-là, par exemple. Ah, Dieu de Dieu, je donnerais gros pour être à sa place. » Coupeau regardait toujours le carreau. Puis, il leva sa face ravagée, il eut un rire d'idiot en bégayant. « Dis donc, ma biche, je ne te retiens pas. T'es pas encore trop mal quand tu te débarbouilles. Tu sais, comme on dit, il n'y a pas si vieille marmite qui ne trouve son couvercle. Dame, si ça devait mettre du beurre dans les épinards,